toutes et à tous, bon après-midi, bienvenue dans les Acti Show de votre émission préférée qui se tient chaque vendredi sur Web Info TV. Merci d'être présent partout où vous nous suivez. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Jenny et Gaëta, à qui nous disons bon après-midi et bienvenue. Jenny, bon après-midi. Merci, bon après-midi à vous également, sans oublier les milliers de téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment. C'est un plaisir de les retrouver dans ces Acti Show sur Web Info. Merci beaucoup Jenny. Gaëta, bienvenue. Merci, chère Aurélie. Merci également à tous les auditeurs, disons à tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Merci et surtout, je salue également mon co-débatteur Jenny Toali avec qui nous allons partager ces moments consacrés aux Actu Show. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je rappelle que cette session est participative. Veuillez noter dans les chats pour donner votre avis, votre contribution pour voir plus clair avec vous où est-ce que nous sommes en train d'aller avec les actualités qui sont en train de tomber sur la ville de Goma, mais aussi partout en République démocratique du Congo. Après plusieurs années de silence, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sort de son silence. Dans une interview accordée à la Libre Belgique, il a parlé de dérivés, il a accusé le pouvoir en place de dérives dictateurs, mais aussi il a parlé aussi de la sécurité et la politique qui est alarmante à l'est dans les pays en général, où il évoque aussi, il appelle la population congolaise à se mobiliser contre le pouvoir en place. Kinshasa n'est pas resté, en tout cas, silencieux face à cette nouvelle ou à cette déclaration. Patrick Mouyaya, porte-parole de médias, porte-parole plutôt du gouvernement, voilà, le ministre des médias et réseaux sociaux, il a parlé lors du briefing presse, il a évoqué que cette déclaration n'est pas anodine, c'est symbolique. La place, elle est liée où la déclaration s'est faite, c'est en tout cas symbolique. Alors, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs réactions au sein de la population qui sont en train de vouloir avoir de l'éclaircissement sur ces questions. Alors, pourquoi cette déclaration? Comment les choses se passent? Alors, j'aimerais savoir cette déclaration, c'est une réelle alerte ou c'est une stratégie politique, Gaëta? Bon, moi je pense que c'est une réelle alerte, c'est à la fois une réelle alerte et une stratégie politique, bien évidemment. Joseph Kabila qui a disparu de l'arène politique pendant un temps, puisqu'il n'offrait plus des interviews. Je crois que la dernière fois que Joseph Kabila a parlé, c'était dans un point de presse, je pense. Mais une interview comme ça, où, n'est-ce pas, il invite des journalistes, où il s'est confié aux journalistes, c'est extrêmement rare. Voilà pourquoi même les images de cette interview-là n'ont jamais fuité. Donc, on suppose que c'était juste une interview audio ou une interview écrite. Il n'y a rien qui a fuité, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucun audio qui a fuité par rapport à cette interview-là. Donc, je pense que c'est une réelle alerte, mais également c'est une stratégie politique. Réelle alerte, pourquoi? Parce que la situation dramatique dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo est suffisamment alarmante, n'est-ce pas, pour nécessiter une telle alerte, et surtout venant d'un ancien président de la République, qui, je le rappelle, a un rôle symbolique. Il n'a pas vraiment de rôle, comment dirais-je, réglementaire, mais il a quand même un rôle symbolique, c'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, sa voix compte énormément. Alors, c'est aussi une stratégie politique. Pourquoi? Parce que je pense que c'était le moment pour Joseph Kabila de briser un peu le silence, de signaler également sa présence, de dire à ceux qui dirigent les pays, de la manière dont lui ne veut pas, qu'il est toujours là, il a toujours une parole qui compte et il peut toujours, n'est-ce pas, opposer son veto à plusieurs décisions qui sont en train d'être prises, malheureusement, qui ne cessent d'amener le pays vers le naufrage. Donc, c'est les deux. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je trouve que c'est à la fois une réelle alerte, mais également, une stratégie politique de la part de Joseph Kabila. Merci beaucoup Gaëtan. Jenny, pensez-vous que la réaction du gouvernement par rapport à cette déclaration change la lecture de cette situation?
Bon, au-delà du fait d'échanger, moi je crois que je pense bien que la lecture, disons, la réaction du gouvernement congolais est tout à fait, s'inscrit plutôt dans une logique de continuité, dans une crise qui ne rassure pas, disons, qui ne montrait pas ici aussi favorable. Donc c'est toujours un duel qui s'installe entre l'opposition et les pouvoirs. Quand on essaie un peu d'écouter ou disons de suivre tout ce que Kabila a dit dans cette interview, je comprends tout simplement où je le vois dans sa peau un opposant qui critique les pouvoirs parce qu'il s'est focalisé sur plusieurs secteurs de la vie. Il a parlé de la sécurité, la politique avec tout ce qui va avec bien sûr la constitution, changement ou révision constitutionnelle. Voilà, tout ce qui tourne aussi autour de lui, parce qu'il ne faut pas l'oublier que Joseph Kabila a fait une apparition médiatique quelques jours après tout ce que l'AFC M23 a présenté comme situation due à des bombardements par drone, rappelez-vous, avec des conséquences aussi néfastes sur les plans côté humain, parce qu'on a vu une Française perdre la vie dans ces circonstances-là. Alors, on a dit que c'est Kabila qui était visé. Kabila, on soupçonne toujours comme étant des mèches avec l'AFCM 23. Voilà pourquoi il a même été condamné par la justice militaire en République démocratique du Congo. Donc, c'est un Joseph Kabila qui vient pour essayer un peu de faire sa lecture sur la situation sécuritaire, politique. Et voilà pourquoi moi j'ai dit que je les trouve dans sa peau d'un opposant. Il critique la gestion du pouvoir actuel. Il insiste aussi parce que les gens peuvent se poser une question. Est-ce que oui, au-delà du fait de critiquer, est-ce que Kabila a donné des propositions? Alors lui, il a toujours donné aussi une voie de sortie. Donc, il est dans la logique des évêques catholiques et les pasteurs de l'ECC, les dialogues. Voilà, jusque-là, le pouvoir est en train de balbutier. On ne sait pas s'ils sont pour, s'il est pour ou s'il est contre le dialogue. Donc, c'est dans ces schémas-là que Joseph Kabila s'est exprimé. Et moi, je trouve qu'il joue parfaitement son rôle. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il est avec l'AFCM 23. Tout ça, c'est lui les patrons de l'AFCM 23. Et je ne suis pas aussi du côté de ceux-là qui pensent que Joseph Kabila, il est là comme un sénateur à vie. Il fait face à des accusations, comme lui-même ne cesse de le dire. Mais je l'ai vu aussi mettre au devant de la scène, ou disons, en avant la population, parce qu'il a parlé des populations de Minembwe, les populations qui sont dans des zones, pour lui, aujourd'hui, les zones qui sont bombardées, ce sont les zones densément peuplées. Là, il a dit la même chose que l'AFCM 23 a toujours aussi évoqué. Donc, c'est Joseph Kabila comme citoyen congolais qui devrait aussi s'exprimer, et n'est pas n'importe quel citoyen, c'est un ancien président de la République. Donc, dans cette peau-là, je pense qu'il a dit des choses, et ce n'est pas étonnant de voir le gouvernement réagir, mais la manière de réagir pour le gouvernement. Moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement quand on prend juste l'aspect soudanisation. Donc, on estime que Joseph Kabila, en parlant de la soudanisation, il a la volonté de diviser la République démocratique du Congo. Mais il a dit pour ne pas parler de la balkanisation, il préfère parler de la soudanisation. C'est pas. Oui, la soudanisation, voilà. Je pense que c'est au-delà de la balkanisation. Parce qu'on peut balkaniser aujourd'hui, diviser la RDC en deux parties. Et chaque camp, ou disons chaque partie va essayer un peu de s'organiser. C'est ça donc la balkanisation. Là, donc, on divise les pays, tout ça. Il y a au-delà d'un seul pays, on a déjà des pays. Alors, la soudanisation, c'est avec le contexte actuel du Soudan. Oui, il y a eu donc, bon, je ne sais pas si on peut parler de la balkanisation. Le Soudan qui s'est vu divisé en deux. Et au-delà de ça, chaque Soudan, donc que ce soit les Soudans avec comme capitale Khartoum et l'autre Soudan, donc les Soudans d'ici, tous ces pays aujourd'hui sont en conflit aussi grave. Parce qu'au niveau du Soudan, les Soudans, avec comme capitale Khartoum, il y a un conflit où on voit des généraux en train de se battre pour le pouvoir. C'est ce qui se passe. L'autre Soudan, vous voyez, il y a aussi des conflits entre les présidents actuels, Salva Kiir, et l'ancien vice-président, Riek Machar, voilà, ils sont aussi en conflit. Et ça fait qu'aujourd'hui, tous ces Soudans-là, la situation n'est pas du tout aussi, ne s'est jamais stabilisée. Donc, si c'est ça donc la soudanisation.
Si c'est ce qu'on veut pour la République démocratique du Congo, oui, on peut balkaniser, on peut diviser. Mais qu'est-ce qui rassure ou qu'est-ce qui nous pousserait aussi à croire que la partie Est, par exemple, c'est la partie qui prend en charge, donc qui déclare déjà son indépendance. Qu'est-ce qui dit que cette partie sera en paix? L'autre partie, qu'est-ce qui rassure aussi que voilà, les choses vont bien marcher? Donc, c'est ça la crainte. Mais au lieu de voir cet aspect dans une logique, voilà, comme on est en train de le dire avec Joseph Kabila, comme quoi il veut les pays soient divisés pour que lui, il soit le maître d'un côté et Tshisekedi de l'autre côté. Non, c'est pas juste ça. On ne peut pas juste se limiter à cette pensée-là. Il faut aller au-delà. Et moi, je crois qu'avec ce qui se passe au Soudan, c'est peut-être dans cette logique-là que Joseph Kabila a lancé cette alerte. Mais je ne peux pas dire qu'il a raison ou il a tort. Non, c'est son point de vue comme ancien président de la République. Il a des choses à dire. Il maîtrise beaucoup de choses. Il y a lui et Félix Tshisekedi aujourd'hui qui maîtrisent parfaitement les rouages de la République par rapport à leur expérience de président de la République. Merci Mais beaucoup. justement, vous allez permettre un peu, Aurélie. Oui. Alors, pour une rare fois, je ne suis pas totalement d'accord avec Jenny concernant notamment son interprétation de la soudanisation. Bon, chacun interprète selon, n'est-ce pas, son obédience politique, ceux de l'Ouest. Hein. Je parle là du pouvoir de Kinshasa, interprète ça comme une tendance de Joseph Kabila à vouloir balkaniser le pays. Ça reste dans l'ère rhétorique. Pendant ces temps, moi je pense qu'on est en train de mal lire et mal comprendre et aussi de mal interpréter c'est que c'est la soudanisation telle que Joseph Kabila l'a déclaré, n'est-ce pas? Moi je pense que Joseph Kabila, en parlant de la soudanisation, il faisait plutôt allusion à l'avant ou aux étapes qui ont précédé l'éclatement du Soudan en deux. C'est quoi ces étapes-là? C'est exactement là où on en est aujourd'hui avec en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'ensemble, c'est-à-dire on a un sous-ensemble, notamment l'Est du pays, qui se sent un peu marginalisé par l'Ouest, qui se sent un peu écarté, notamment des affaires par l'Ouest. Nous avons ici précédemment parlé, n'est-ce pas, de la mise à l'écart systématique dont sont victimes les leaders de l'Est du pays. Modeste Bahati Lukwebo qui a été écarté du bureau du Sénat, Vital Kamerhe qui avait été également systématiquement écarté du bureau de l'Assemblée nationale. Donc tous ces leaders-là de l'Est, il y en a également d'autres qui sont en exil, d'autres qui sont partis se réfugier à Goma, du simple fait que les gens de l'Est à Kinshasa, ils sont aujourd'hui non seulement marginalisés, mais également régulièrement attaqués. Donc ces sentiments-là, qui fait qu'il y a un sous-ensemble de l'ensemble global, là je fais allusion à l'Est du pays, qui commence à développer une sorte de sentiment de non-appartenance à l'ensemble global, ou qui commence à développer une sorte de sentiment de rejet, de sentiment de marginalisation, qui fait qu'aujourd'hui on peut n'est-ce pas, interpréter que la RDC est dans cette étape-là préalable qui a, n'est-ce pas, culminé par l'éclatement du Soudan. C'est là que la balkanisation, alors. Oui, là c'est la balkanisation, parce que Kabila, lui, il dit tout d'abord, parce qu'on lui pose la question s'il ne craint pas à ce que les pays soient balkanisés, il dit non, il va au-delà de la balkanisation, et là il parle de la soudanisation. Mais qu'est-ce que c'est que la balkanisation? Moi je pense qu'il y a une petite limite entre la balkanisation et la soudanisation. Oui. Le Soudan a éclaté naturellement. Moi je pense que le Soudan a éclaté naturellement du fait, n'est-ce pas, de ce dont je venais de parler, c'est-à-dire il y avait un mal-vivre dans un sous-ensemble, il y avait un sentiment de rejet, d'inappartenance, d'équidistance même développé au sein de ces sous-ensembles-là qui étaient le Soudan du Sud, parce que les gens du Soudan du Sud étaient exactement traités des sous-hommes, comme le sont aujourd'hui les gens de l'Est du pays ou de l'intérieur du pays à Kinshasa. On les appelle les Mokatiers, c'est le terme qui est utilisé, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment-là à Kinshasa aujourd'hui qui est d'ailleurs nourri et accompagné par certains cadres politiques, qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui viennent de l'intérieur du pays sont des sous-hommes par rapport aux gens qui sont à Kinshasa. Alors cela s'est traduit également par la manière de gouverner aujourd'hui. On sent que les richesses du pays sont consommées à Kinshasa et pendant ces temps, en province, c'est vraiment difficile. Donc moi, je pense que Kabila, en parlant de la soudanisation,
il ne faisait pas allusion à la balkanisation. Là, au moins, on est d'accord là-dessus parce qu'il a justifié. Mais il faisait quand même allusion à, comment dirais-je, une étape qui pourrait faire à ce que l'on puisse basculer vers un éclatement naturel du pays. C'est-à-dire, les gens de l'Est vont se dire, bon, finalement, on ne gagne plus rien de Kinshasa. Kinshasa nous a rejetés. Il n'y a plus de banques aujourd'hui, il n'y a plus d'aéroports, les activités socio-économiques sont quasiment à l'arrêt dans des zones dites libérées. Et donc, avec ces sentiments-là, et on sent que finalement Kinshasa ne veut pas à ce que ces partis qui sont en train d'être morcelés puissent se recoller, ça peut arriver naturellement. Et moi, je pense que c'est ce qu'on doit éviter à tout prix. Merci beaucoup, Gaëtan, pour ces éclaircissements. Puisqu'on est en train de s'appuyer sur les faits, êtes-vous d'accord avec la déclaration de Patrick Muyaya sur la date et les lieux de la déclaration de Joseph Kabila, Denis? Alors là, c'est vrai, pour Patrick Muyaya, le fait pour Joseph Kabila de tenir ses propos à Goma, les faire le 23 mars. Voilà, pour lui, c'est donc l'interview, il faut le rappeler aussi, l'interview a été faite, c'était le 20 mars, le vendredi 20 mars. Donc aujourd'hui, ça fait déjà une semaine. Mais les médias belges ont rendu public cette interview le 23 mars. Pourquoi? C'était maintenant le lundi. C'est ce que Patrick Muyaya considère comme symbolique. Parce que lui, il dit que, voilà, on sait tous que l'AFC 23, c'est le fruit des accords, l'M23 plutôt, c'est le fruit des accords du 23 mars 2009. Alors, pour Joseph Kabila publié cette interview, d'abord, ce n'est pas Kabila qui a publié ça. Peut-être il l'a trouvé aussi, comment dire, un compromis avec le média belge pour que l'interview soit publiée les 23, je ne sais pas. Mais pour Patrick Muyaya, ça montre combien de fois Kabila est toujours dans cette logique de l'AFCM 23. Au-delà de ça, Kabila est même avec l'AFCM 23 parce que c'est à Goma où il a réalisé cette interview. Nous savons tous, nous tous ici, on sait tout, que Kabila, des fois il est à Goma, des fois je ne sais pas là où il peut être. Mais moi je pense que c'est aussi un message de Joseph Kabila. Parce que loin de moi la logique de Patrick Muyaya, je pense que Kabila voulait aussi montrer, nous ont lancé un message. Oui, si c'est lui qui a été attaqué par cette frappe des drones. Il n'a pas déclaré. Il n'a pas confirmé si c'était lui ou pas, mais il a dit voilà, les enquêtes sont en cours et il laisse les instances aussi compétentes pour qu'elles puissent bien sûr déclarer si c'était lui ou pas. Mais il montre pourquoi. Voilà, moi je suis en train de voir ça comme un message que Kabila avait lancé à l'opinion. J'ai été attaqué. Pour qu'il a été attaqué, bien sûr. Et puis, il dit que voilà, vous m'avez attaqué, mais je suis à Goma. Je réalise l'interview comme s'il n'a peur de rien. Il est à Goma et pour montrer que voilà, vous vouliez m'atteindre, mais vous avez échoué. Voilà pourquoi je suis à Goma, parce que dès le départ, il y avait des messages qui ont circulé comme quoi il n'était même pas à Goma. Voilà, je suis à Goma, une résidence que j'ai achetée en 1999. Ça fait aussi beaucoup, ça crée beaucoup de débats aussi. Donc, c'était un message qu'il voulait aussi lancer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est, comment dire, on ne peut pas l'atteindre, c'est possible, mais là, il veut montrer à l'opinion que le régime a échoué, voulant l'atteindre, mais le régime n'a pas réussi à l'atteindre. Voilà pourquoi il a réalisé l'interview à Goma, dans l'une de ses résidences. Oui, voilà, mais Patrick Muyaya fait sa lecture, il parle de quelque chose de symbolique, Goma, le 23 mars, les jours, voilà, comme on a dit, avec les accords de 2009, mais déjà, ce sont toujours des interprétations comme toujours. Mais c'est bon quand même que Kabila s'exprime comme ça, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il pense, tout ça. Mais comme il a évoqué aussi plusieurs questions, la Constitution... Mais ne trouvez-vous pas que là, il confirme peut-être sa position d'appartenir à X ou Y? Bon, jusqu'à preuve du contraire, moi, je ne peux pas quand même tomber dans des affirmations pareilles, dire que Kabila, comme il est à Goma, Kabila, comme il s'exprime, Kabila, comme ses prises de position sont presque les mêmes avec celles de l'AFCM 23. Du coup, il est membre de l'AFCM 23. Non, je ne peux pas quand même tomber dans de telles affirmations. Mais je vois que Kabila, il s'est exprimé. Oui, l'AFCM 23 s'oppose
aussi à Félix Tshisekedi, bien qu'on peut avoir beaucoup de causes profondes, mais il s'oppose aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Kabila s'oppose à Félix Tshisekedi. Comme ses opposants, même ceux-là qui sont à Kinshasa, ces opposants qui ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, je mets de côté la Mouka de Fayoulou. Mais il y a aujourd'hui des opposants, quand vous tentez aussi les prises de position, les cas de Jean-Marc Abound, des fois ils parlent presque la même chose avec l'AFCM 23. Vous voyez? Mais ça ne fait pas de lui membre de l'AFCM 23, Jean-Marc Abound. C'est dans ce sens-là que Kabila peut aussi s'exprimer. Bon, peut-être le fait comme un ancien président de la République s'exprimer aisément, vivre à l'aise à Goma, pour le Kinshasa, ce sont des signes aussi qui montrent qu'il est des mèches avec le mouvement. Moi, je ne peux pas quand même l'affirmer parce que je n'ai pas des faits. Des faits, en tout cas, qui prouvent qu'il est avec la FCM 23. Chacun peut donner son point de vue, libre à tout et chacun, mais voilà quand même qu'on reste aussi factuel. Jusque-là, je ne sais pas s'il est avec la FCM 23 ou pas. Je ne peux pas quand même. Merci beaucoup, Jenny. Parce que les gens qui vivent à Goma, les gens qui vivent à Goma ne sont pas, tous ne sont pas membres de la FCM 23. Voilà. Donc, voilà. Jenny, au moins sur ces points-là, on devrait se mettre d'accord sur un point. On peut partager les mêmes revendications que la FCM 23 sans en être membre. Ça aussi. C'est quasiment la même chose. Sinon, on arriverait à globaliser, à dire que tous ceux qui pensent que voilà, les États-Unis sont des impérialistes, tous ces gens-là sont des terroristes. Non, c'est pas le cas. Donc, permettez au moins aux gens de se rebeller, disons, de protester contre la manière de gérer le pays du régime de Félix Tshisekedi, sans pour autant les lier directement à l'AFCM 23. Vous savez, ce qui est différent, c'est les modes opératoires de chacun. Il y en a qui ont décidé de se rebeller contre la gouvernance de Félix Tshisekedi en prenant les armes, parce qu'ils sont convaincus que c'est à travers les armes qu'ils peuvent arriver à faire fléchir Félix Tshisekedi. Il y en a également qui ont décidé, n'est-ce pas, de se rebeller contre la gouvernance de Félix Tshisekedi par la parole, par le manifestation, que dire d'autre, par de marches populaires. Et donc, eux aussi estiment que c'est ces modes opératoires-là qui est capable, n'est-ce pas, d'amener Félix Tshisekedi à mieux gouverner le pays. Et ça n'en fait pas directement de membres de l'AFCM 23, et ça n'en fait pas non plus de Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la rhétorique. Lorsque vous dites que Félix Tshisekedi ne dirige pas bien le pays, lorsque vous dites qu'il y a des détournements, lorsque vous dites que la gouvernance est chaotique, directement, on vous lie à l'AFCM 23 automatiquement, ou on vous lie directement au Rwanda. Moi, je pense qu'on devrait laisser c'est aussi ça la liberté de penser. C'est aussi ça la liberté d'expression. Donc moi, je pense qu'au bout d'un moment, on doit se mettre d'accord sur ce point. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je rappelle toujours que cette session est participative. Veuillez noter dans les chats. Nous allons lire vos commentaires et votre contribution. Alors nous pouvons toutefois parler du deuxième sujet qui est l'ASENCO. L'ASENCO qui défend son rôle dans la participation politique, où il appelle au dialogue et il juge au fait que ce n'est pas au fait un moment de les écarter. Il préférait aussi continuer à conduire ou genre à donner leur contribution sur la chose politique et publique. Trouvez-vous que Jenny, trouvez-vous que cette participation est toujours nécessaire? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que l'ASENCO peut rompre ces nouvelles tensions qui sont à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, c'était en réaction, bien sûr, aux différents appels lancés surtout par les dignitaires du régime actuel qui veulent à ce que l'ASENCO, selon eux, joue son rôle de l'Église. Les évêques, tout même les pasteurs, ils s'occupent beaucoup plus. Donc, laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui a toujours été évoqué. Mais là, l'ASENCO revient pour rappeler, et ils ont même évoqué, je crois, un chapitre très intéressant dans les enseignements bibliques. Ils ont voulu aussi montrer que l'Église est tout près de la population. Et surtout, quand l'Église doit être à côté des pauvres, les gens qui souffrent. Et les gens qui souffrent aujourd'hui, qui ont du mal
apporter haut leur voix. Et là, la Synco ou même l'Église vient pour les faire. Donc, c'était une façon de montrer aux gens qui pensent que l'Église doit se taire, l'Église doit rester beaucoup plus dans l'Évangile. Voilà, au-delà de ça, il faut aussi voir l'aspect social. Hein. Par là, l'aspect social, ce sont des souffrances auxquelles les populations sont confrontées. Et l'Église, parce qu'ils sont tout près de cette population, elle vit plutôt tous les jours. Elle est avec cette population. Il y a des moments, des souffrances, des bonheurs que cette population est en train de déconnaître. Et l'Église doit aussi être à ses côtés. Et surtout quand on voit maintenant des sujets politiques, comme Kabila s'est exprimé sur la Constitution. En tout cas, j'ai pensé que même c'est la question qui allait intervenir directement. Parce que l'Église aussi a donné son point de vue sur la Constitution. Oui, voilà, peut-être il faut changer la Constitution, mais pas en ce moment. C'est ce que l'Église a dit. Non, si vous voulez changer la Constitution, qu'on arrive quand même à amener la paix dans l'Est du pays, et puis on pourra discuter sur toutes ces questions après. Mais le moment aujourd'hui n'est pas favorable, c'est ce que l'Église a dit. Nous connaissons tous la position de la Synco par rapport à ça. C'est un débat aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Aujourd'hui, dans la classe politique, tout le monde en parle. Voilà la Synco qui s'est exprimée. Kabila s'est exprimé aussi. Le peuple a appliqué l'article 64. Moi, ça m'a un peu surpris. Mais je comprends que Kabila évoque cet article parce qu'il est aujourd'hui, c'est un opposant. Mais à l'époque, lorsque lui aussi il était au pouvoir, il ne voulait même pas attendre que les gens disent, que les gens évoquent cet article. Et dit l'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou l'exercer en violation de la même constitution. C'est que Kabila il appelle le peuple maintenant à appliquer cet article. Donc c'est aussi ça. Tout comme ceux-là qui sont au pouvoir, ils ne veulent même pas attendre que les gens soulèvent cet article. Et pourtant, hier, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, c'était les chants quotidiens. Voilà, l'article 64, l'article 64. Donc c'est un peu ça. Et je vois maintenant les peuples aujourd'hui qui ne savent même plus à quel sens c'est voué. Si c'est croire à ce que Kabila est en train de dire, si c'est là qui gère le pays aujourd'hui, si c'est qu'ils sont en train de dire, si c'est ça qu'on doit croire, c'est au peuple maintenant d'en décider parce que c'est lui qui est au centre de tout. Si les peuples souffrent, il doit prendre, il doit jouer bien son rôle. Si le peuple trouve qu'il est dans un état aussi acceptable, voilà qu'on continue comme ça. Donc le dernier mot revient au peuple congolais, bien Gaëtan n'est pas d'accord avec ces concepts-là. Les peuples, je comprends, mais parlons maintenant peut-être de la population pour lui satisfaire. Voilà. Merci beaucoup, Jenny. C'est bien, mais satisfait. Oui. Mais normal, la fois passée, vous avez parlé de la population et du peuple. Vous avez dit que peut-être ce n'est pas un peuple, parce que c'est un peuple. Pourquoi j'ai soulevé ça. Parce que je savais qu'il va réagir par rapport à sa peuple population. Alors pour c'est un peu d'adoucir un peu et lui permettre de garder cette énergie-là. Déjà, je corrige. Merci beaucoup. Espérons qu'il est satisfait. Mais comme il a corrigé, ça va. Voilà. Gaëtan, est-ce que la RDC est-elle à un point de rupture? Avec tous ces événements qui se passent, avec la situation actuelle politique, humanitaire et sécuritaire, est-ce qu'elle est à un point de rupture? Nous encourons un danger dont nous ne savons pas malheureusement mesurer l'ampleur. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Et au fil des jours, au fil des temps, chaque jour qui passe, nous ne cessons de nourrir ces dangers-là. Les dangers, c'est quoi? C'est justement ce que Joseph Kabila a dit à travers la soudanisation. C'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, une machine qui est en place qui commence par le mental. C'est-à-dire que, je me rappelle du prof Kamana qui parlait de la balkanisation mentale qu'il y avait déjà dans des têtes des Congolais. C'est-à-dire que ceux de l'Est ne se considéraient plus appartenir culturellement, pour plusieurs raisons, à ceux de l'Ouest, ne se sentaient plus, n'est-ce pas, frères de ceux de l'Ouest. Et pendant ces temps, ceux de l'Ouest je pense que c'est vice-versa. développaient, justement, commençaient à développer ces suprémacismes-là, en disant que voilà, les populations de l'intérieur, voilà, ne valent rien. Donc, c'est cette balkanisation mentale-là, on est en train de la nourrir au jour le jour sans le savoir.
à travers les rhétoriques qui sont développées, vous sentez, on apprend tous les jours que l'un de, comment on les appelle, un des membres de l'armée numérique du pouvoir en place a traité une certaine communauté ou voilà, une certaine minorité de comment dirais-je, par des termes très crus. Il y a des qualificatifs aussi. Des qualificatifs très dangereux. Et pendant ces temps, ces gens-là sont toujours protégés. Il n'y a aucune action du gouvernement pour essayer au moins de faire semblant de limiter les dégâts que peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent sortir, n'est-ce pas, de ces genres de rhétorique. Donc, il y a cette balkanisation mentale-là qui commence à prendre forme et malheureusement, nous, on ne se rend même pas compte du danger. Et donc, pour répondre à votre question par rapport pour savoir si on tend vraiment vers la rupture, moi, je pense qu'on en est peut-être encore loin, mais à la vitesse avec laquelle on est en train de tendre vers ces stades maximales est tellement inquiétante que normalement aujourd'hui, on devrait avoir, n'est-ce pas, des dirigeants responsables qui soient au moins à mesure de comprendre cela et d'amener tous les Congolais autour d'une table afin, n'est-ce pas, de résoudre cette question qui commence à inquiéter. Ça vous inquiète tellement, je pense. Nous sommes suffisamment inquiétés. Vous savez, les Congolais sont au moins d'accord sur une chose, ils sont unanimes sur une chose. Le fameux article, la RDC reste indivisible. Là-dessus, au moins tous les Congolais, même lorsque vous entendez l'AFCM 23 parler ou revendiquer, vous sentez que cette organisation politico-militaire n'est pas du tout prête à accompagner, n'est-ce pas, la scission ou la division ou l'éclatement de la République démocratique du Congo. La même rhétorique est développée partout en République démocratique du Congo. Donc, tous les Congolais sont d'accord que le pays doit rester indivisible. Malheureusement, ça reste... Il faudrait pas que... Ça reste un slogan. La RDC indivisible. Mais les actes que nous posons, est-ce que c'est aussi dans ce sens-là? Voilà, aujourd'hui, par exemple, vous prenez les budgets. La mobilisation des recettes, toutes les provinces aujourd'hui, ils ont développé un concept qui n'a rien à voir avec les textes légaux. On parle de la rétrocession. Nulle part, vous allez trouver ces termes rétrocession. Et c'est une escroquerie qui a pris forme au niveau de l'administration à Kinshasa. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les provinces mobilisent les recettes au lieu de retirer les 40%, donc de retenir les 40% à la source, on envoie tout à Kinshasa et puis Kinshasa vous envoie ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle maintenant. Souvent, voilà. Et là, vous pensez que ces actes-là vont dans le sens de maintenir cette unité sur le plan territorial, sur le plan même idéologique. Pas du tout. D'ailleurs, sur le plan idéologique, non, la RDC, on est divisé. On est divisé sur le plan idéologique, même sur le plan social. Il y a des actes que nous posons ici que les gens de l'Est ne peuvent pas poser. Alors tout ça, ça montre combien de fois, bon, c'est un slogan, voilà, pour montrer, comme quelqu'un qui vous dit « je suis patriote », et pourtant les actes qu'il est en train de poser n'ont rien à voir avec le patriotisme. C'est le cas des gens qu'on voit dans le gouvernement. Ils sensibilisent la population, il faut être patriote, mais ils sont les premiers à détourner les fonds destinés à un projet d'intérêt public. Voilà, ce sont des actes qui ne rassurent pas. Et même de par l'histoire, les pays qui ont éclaté de par l'histoire, il y a toujours eu deux arguments. Alors, soit c'est la suffisance, une partie du territoire s'estime suffisante pour s'auto-gérer, pour s'auto-gouverner. C'est par exemple la rupture, l'éclatement qui a failli, n'est-ce pas, caractériser l'Espagne avec la Catalogne, c'est-à-dire que la Catalogne s'était estimée suffisamment mature, suffisamment autosuffisante, une puissance économique pour s'auto-gérer, et donc la Catalogne avait commencé, n'est-ce pas, à demander son détachement de l'Espagne. Alors il y a eu beaucoup de concessions, des tractations qui ont été faites pour que cela n'arrive pas. Donc soit c'est la suffisance,
soit c'est les sentiments de délaissement. Voilà. Les sentiments de délaissement, c'est ce qui a causé l'éclatement du Soudan, c'est ce qui a causé l'éclatement de plusieurs pays qui se sont divisés en deux. Et c'est là où nous, on est en train d'étendre, c'est-à-dire, il y a une partie du territoire national qui n'est pas qui produit, comme l'a dit Jenny, qui produit, mais qui, en retour, n'est pas servi proportionnellement à sa production. Ouais. Et pendant ces temps, tout est consommé à Kinshasa. Par exemple, les Katanga. Tout est consommé à Il faut Kinshasa. voir maintenant ce que Kinshasa produit. Mais il se demande que là, il n'y a rien. À part les Mais Kinshasa vit des simples recettes fiscales. Oui. Kinshasa ne produit quasiment rien. Vous n'allez pas me dire qu'il y a les maniocs qui sont produits dans les rares. Dans les Maluku. Dans les Maluku. Donc Kinshasa ne produit quasiment rien. Mais il consomme beaucoup. Il consomme C'est tout. Kinshasa qui Presque consomme. tout. Et pendant ces temps, les restes du pays des mères cloîtrées dans la misère, les populations ne savent plus comment envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, il y a un mythe selon lequel les opportunités se trouvent à Kinshasa. Vous imaginez de l'ampleur de ces Et tout le monde veut aller à Kinshasa. Tout le monde veut y aller. Par conséquent, c'est un désordre absolu. J'ai appris que lorsque le président de la République s'est fait élire, tous les Kasaï s'est reversé à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il trouve qu'il y a des opportunités. C'est là que l'argent du contribuable congolais est bouffé. Voilà. À cette heure, des terrasses sont pleines. À cette heure, des gens, récemment, on a intercepté des millions de dollars à l'aéroport d'Ndjili. Voilà. Tout ça va faire à ce que les gens... C'est toujours à Kinshasa. Toujours à Kinshasa. Tous les scandales sont toujours à À Kinshasa. Lubumbashi, à Goma, à Kisangani. Vous ne pouvez même pas trouver ces actes-là. Mais ça se passe toujours à Kinshasa. Alors demandez qu'est-ce que Kinshasa produit mensuellement. Et surtout, chose drôle, même en termes de subventions, c'est Kinshasa qui est la province la plus subventionnée de la République démocratique du Congo actuellement. Mais quel est le résultat? C'est que nous voyons les embouteillages, les, comment dire, les inondations, Voilà. tout ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Donc, Ça crée des frustrations. ça crée des frustrations. Et les Un frustrations virus. motivent encore les gens voilà, qui pensent, voilà, il faut peut-être qu'on arrive à s'émanciper. C'est ça. Peut-être il faudrait proposer des propositions, vu que vous avez dit que tout dépend de la population ou du peuple. Alors, c'est Non, quoi mais la pas que du solution? peuple. Il finira par y avoir quelques courageux. Parce que même lorsque vous essayez un peu d'explorer l'histoire des États qui ont éclaté, où le peuple n'était pas d'accord, où toute la population n'était pas d'accord, mais il y a quelques leaders qui se sont dit, bon, finalement, on en a marre avec la faible redistribution de richesses du pays. Nous produisons beaucoup. C'est le cas du Sud-Soudan qui produisait quasiment 80% du pétrole soudanais, mais qui, en retour, ne recevait pas suffisamment venant du gouvernement, disons, du régime de Omar el-Béchir. Et à force de cumuler toutes ces frustrations, il y a un certain courageux qui sont venus, qui ont inoculé ces discours-là, n'est-ce pas, de décision à la population, et la population s'en est appropriée, et on en est arrivé à l'éclatement total du pays. Donc moi je pense que si aujourd'hui, j'espère qu'ils sont en train de nous suivre, le président de la République, la première ministre, tous les dirigeants qui sont aujourd'hui aux affaires en République démocratique du Congo, si aujourd'hui ils ne prennent pas au moins, ils ne prélèvent pas l'ampleur de ces dangers-là, je vous assure qu'on est petit à petit en train de tendre vers cette triste réalité, et l'étape la plus décisive sera le changement de la Constitution. S'ils changent la Constitution, ça donnera des arguments solides à ces courageux-là, à ces leaders-là. On ne va pas arriver au changement de la Constitution avec c'est possible. toutes les oppositions. Pardon? Non, mais c'est possible. Mais il y a un force qui a... Non, mais tu t'opposes, on te dégage voilà, du train. Mais les trains en marche. Il est en marche. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ces changements. Mais ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de la vie de la population. Gaëtan a beaucoup parlé. Je peux aussi Oui, parler. vous pouvez, bien sûr. Vous avez les leaders de l'opposition. C'est là qui pèse, c'est là qui, je dirais, ont, bon, pas le monopole, mais c'est ces gens-là qui peuvent facilement lancer un message et la population peut les suivre. Parce que c'est vrai, vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes en exil. Vous pouvez lancer un message depuis l'exil où vous êtes, mais la population, la population elle-même n'est même pas initiée. Les plus importants, quand un leader, vous appelez les gens à manifester. Et vous-même, vous êtes sur place. Vous êtes sur la première ligne des manifestants. Là, c'est bon. Mais vous êtes à l'extérieur. Et puis vous appelez les gens à manifester, bon, il y aura toujours des réticences. Ouais. C'est ça aussi, donc les leaders de l'opposition, Kabila, Katumbi,
vous avez Mata Tampogno, tous sont à l'extérieur. Il n'y a que Fayoulou qui, ici, une fois, il fait des manifestations pour soutenir, pour appuyer les FARDC contre la guerre dans l'est du pays. Là, ok, les manifestations sont autorisées. Mais s'il ose manifester pour dire non au changement de la Constitution, vous connaissez les sorts des militants de la Mouka. Ils sont aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils sont au niveau du parquet des Matete à Kinshasa. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Vous voulez manifester, mais vous ne pouvez même pas le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez maintenant les changements de la Constitution, c'est un projet qui est en marche. Ça, je vous l'ai dit. En marche, en tout cas. Évoqué récemment, mais c'est déjà en marche. Bon, c'est en marche. Ça, je vous l'ai dit quand on voyait les gens comme les Weli Bakonga venir tenir des discours. Vous voyez les ministres qui n'ont pas de bilan dans leur secteur respectif, mais ils viennent tous se ranger derrière les changements de la Constitution. Ils sensibilisent la population. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai, les chefs de l'État n'en parlent pas trop aujourd'hui, mais ces lieutenants sont en train de les faire. Au niveau de l'EDPS, Bahati Lukwebo, c'est pour cela qu'il a perdu son poste de deuxième vice-président du Sénat. Pourquoi? Parce qu'il s'est exprimé en défaveur du changement de la Constitution. Voilà ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Jusqu'au point même d'être désavoué par ses pairs au niveau de la FDC. Donc c'est le train en marche avec ces projets. Et là, je rejoins Gaëtan. Ça risque encore une fois. Les gens pensent qu'en insistant sur ces projets-là, en insistant sur cette volonté de vouloir changer la Constitution, ils sont en train de vouloir mettre en place, de vouloir installer un matelas qui va leur permettre de se présenter, de briguer des mandats comme ils veulent, mais bien au contraire, ils sont en train de créer ou disons de renforcer cette fissure qui existe déjà. Ça existe et ils sont en train d'amplifier cette affaire. C'est dans ce sens-là que Kabila a parlé aussi de la soudanisation. On insiste sur un projet de changer la Constitution. C'est urgent aujourd'hui. Pourquoi insister comme ça? Pour juste voir, parce qu'il vaut. C'est-à-dire que cette Constitution est la meilleure ou la bonne. Elle ne favorise pas. Elle dérange. Bon, comment elle est la meilleure parce qu'elle dérange. Bon, comment on va. Mais c'est même personne. Comment on va apprécier une Constitution qui n'a jamais été appliquée, même à 60%? 60, tout ça, c'est. Bon. Voilà, 60%. 20%. Non, appliquée, qui n'a jamais été appliquée même à 60%. C'est que j'ai. À 20%. Bon. On a, les cadres protocolaires sont appliqués. Voilà. Ça, comment expliquer? Je vous ai parlé de la retenue à la source. La nation, tous ces trucs-là, blabla, sont appliqués. Je vous ai parlé de la retenue à la source. C'est pas respecté. C'est pas respecté. Qu'est-ce que vous... La Caisse nationale de péréquation, elle est constitutionnelle, mais elle n'a jamais. Mais elle n'existe que de forme. J'ai vu le gouverneur évoquer ça. Dans toutes les conférences des gouverneurs, chaque fois, ils reviennent sur ça. Caisse des péréquations. Donc c'est aussi ça, on est là, on continue toujours à vivre, mais les changements de la Constitution risquent encore de créer, de renforcer ou d'amplifier les choses. Les gens parlent de la balkanisation, mais avec ça, ça risque encore de balkaniser. Si vous voulez changer la Constitution, supposons que la FCM23 contrôle toujours Goma et Bukavu, vous allez au référendum. À Goma, à Bukavu, il y aura référendum. Maintenant. Alors, pas. Maintenant, à partir de là, vous aurez scellé la non-appartenance de ces deux villes ou de ces deux provinces-là au reste de la République démocratique du Congo. En termes de légitimité, est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi n'a pas de légitimité avec les gens des Rutshuru et des Masisi et de Bunagana aussi, voilà. Même Yumbi. Bon, Beni, ils ont voté récemment en 2020. Je crois que bon, en 2023, ils ont voté, mais en 2018, ils n'avaient pas voté. Tous ces gens-là, Tshisekedi n'est pas légitime. Leurs yeux. Il n'est pas légitime. Alors, on veut encore amplifier les choses. Je trouve Goma et Bukavu. la population... Si on passe au référendum pendant que Goma et Bukavu sont toujours sous le contrôle de la FCM23, ça voudra dire que Goma et Bukavu ne seront pas concernés par cette constitution. Voilà. Et c'est quoi l'interprétation? Ça voudra dire que Goma et Bukavu n'appartiennent pas au reste de la République démocratique. Non, mais c'est une balkanisation. C'est une balkanisation. Et pour vous montrer, Aurélie, que le train est vraiment en marche, vous savez, le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de Félix Tshisekedi. Bon, moi-même, j'en parle pas, je reste calme,
Patrick Mouyaya également n'en parlait pas ou en parle à demi-mot, mais j'envoie quand même mes éclaireurs. Mais dans les institutions, j'envoie mes corbeaux. L'Assemblée nationale. Ils partent, ils font la propagande du changement de la Constitution et après je prélève les échos que ça va donner. Et finalement, ils se rendent compte que le Bakonga, les Didier Boudimou, tous ces gens-là qui font des meetings pour défendre le changement de la Constitution, lorsqu'ils se rendent compte que leur meeting n'a pas généré des échos négatifs, il s'est dit finalement j'ai un boulevard. Puisque dans les cadres institutionnels, il n'y a aucun blocage pour Félix-Antoine Tshisekedi de changer la Constitution. Il a changé le président de l'Assemblée, il a mis celui qui loussier les miens, Aimé Boji. Il a bien évidemment écarté Vital Kamerhe qui commençait à s'opposer à ses projets. Au Sénat, il a Samalou Kondé qui peut être frustré, mais qui n'a pas suffisamment de courage politique pour exposer sa frustration. Donc il va ravaler la salive. Samalou Kondé, il n'a pas d'ancrage également. Il a éjecté Bahati-Louko pour commencer à s'y opposer. Donc, institutionnellement, il n'y a aucun blocage. Le seul blocage qu'il pouvait avoir, ce sont les opposants des rues ou les opposants armés. Or, aujourd'hui, les opposants des rues, ils sont essoufflés. Ils sont devenus inaudibles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des nombres de discours que Moïse Katumbi a déjà réalisé. Il s'est exprimé encore aujourd'hui. Oui. Martin Fayulu qui sillonne les rues de Kinshasa en train de crier, en train de mobiliser. Qui d'autre Jean-Marc Kabound, dont le poids politique est absolument mouche. Qui d'autre, quel opposant? Même la parole de Kabila aujourd'hui, on sent que il y a finalement peu d'adhésion. Donc, c'est difficile, mais moi je vous dis clairement que si les messieurs Félix Tshisekedi, désolé, le président de la République, pour ceux qui voudraient que... C'est un messieur, c'est pas une dame. Il y en a qui voudraient que l'on ajoute quelque chose là-devant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, si Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, Mokwato Mbolo, se décide de changer aujourd'hui la Constitution, moi je ne vois aucune opposition, aucun frein. Bon, il y aura toujours des conséquences parce qu'il fait face aussi à une opposition armée. Il peut mettre ça, il peut aussi ajouter ça sur sa liste des revendications pour dire voilà, le président Félix Tshisekedi fait un forcing. Alors, face à lui, nous avons jugé bon aussi de lui stopper avec les armes. Et ça aussi, donc, il est en train plutôt de renforcer les revendications de l'AFCM 23, qu'il soit soutenu par le Rwanda, par l'Ouganda. Mais avec ça, je crois qu'il y a des Congolais qui vont même adhérer, qui risquent même d'adhérer à ça. C'est ça la crainte. Hein. Je n'ai pas peur. À moins qu'ils nous surprennent positivement. Mais je me demande déjà. Constitution, mais quand même pas en sa faveur. Ça peut aussi arriver qu'ils nous surprennent. Qui peut le faire? On a abordé cette question à maintes reprises. Changer la Constitution, c'est un coup d'État qu'il est en train de... Mais normalement, on devrait déjà commencer. Et quand il change la Constitution, tout tombe caduc. C'est ce qu'il faut retenir. Il va revenir encore au pouvoir. Ça sera pour ses propres intérêts. Alors, il ne faut pas... Mais c'est qu'il va je change la Constitution pour le bien des Congolais et que je ne briguerai pas d'autres mandats. Je réduis le nombre de mandats de 5 à 4. On a vu des présidents courageux qui l'ont fait. Alors, qu'ils nous surprennent, mais il y a des arguments. Ils viennent avec ce genre d'arguments. Et s'ils viennent avec ce genre d'arguments, si l'argument, ce n'est pas, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir, on va dire bravo. Là, on peut maintenant vous écouter. Mais s'il vient, sa majesté Félix Tshisekedi, je ne vais pas m'attirer la foudre de nos abonnés qui disent que je les traite un peu de manière impolie. Mais s'il vient avec l'argument de s'éterniser au pouvoir, moi je vous dis que, comme Jenny vient de le dire, ça va renforcer les arguments de ceux qui se battent aujourd'hui contre les régimes. Et donc ça va nous mener tout droit, doucement vers un éclatement du pays. On est en train de le négliger, mais ça peut arriver. Mais normalement, on devrait déjà commencer avec le processus des élections. Mais ça n'existe pas. Bon, merci beaucoup. Merci pour ces échanges, Jenny et Gaëtan. Merci
pour votre éclaircissement. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette session des Actus Chaudes. Rendez-vous prochaine édition.